Merci d'être là. Le séminaire reprend donc. Alors, je reconnais que moi, j'avais envie d'aller que nous fassions une pause cette année. J'avais imaginé que nous fassions une pause cette année, mais c'était pas très cohérent en réalité. On a commencé en 2019 à poser l'idée de l'existence d'une nécessité épistémologique. Et de lui donner un lieu pour exister, pour la débattre, pour en débattre, qu'une fois de temps en temps, c'était pas très cohérent. En effet, j'en ai été finalement convaincu. Donc en 2019, quand le séminaire a commencé, donc là, ça fait quoi? 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, ça serait la quatrième année, le début de la quatrième année. On a d'abord cru qu'on aurait à convaincre de cette nécessité épistémologique, des effets délétères de la disparition du souci épistémologique de la science psychiatrique. Ah oui. Mais oui, c'est en fait. On a déjà commencé, là. Mais on s'est aperçu assez rapidement que nombre de nos confrères, collègues, amis, étaient déjà convaincus de cette nécessité. Mais n'avaient pas, soit pas qualifié ce manque. Tout le monde n'était pas complètement déjà au clair sur le fait que c'était comme ça qu'il fallait qualifier ce manque. Soit pas trouvé de lieu pour l'exprimer, et modestement, à notre niveau, on a l'impression qu'il a tenu ce rôle d'un lieu de questionnement du savoir psychiatrique, puisque c'était l'intitulé initial du séminaire, quelle est la nature du savoir psychiatrique, de ce qu'il mobilise, de son objet, de ses articulations éthiques, politiques, au point qu'il m'est devenu, ça a été un vrai lieu de débat, je crois, pendant ces 3 dernières années. J'y ai appris moi-même, évidemment, beaucoup de choses, au point qu'il m'est devenu difficile de savoir où passer cette ligne imaginaire qui devait circonscrire le savoir psychiatrique dans ma conception initiale, et dont je pensais que nos rendez-vous mensuels serviraient à la tracer, cette ligne. Est-ce qu'elle passe dans la question politique ou est-ce qu'elle l'allonge? Est-ce que l'éthique doit s'envisager comme une adjonction à la psychiatrie ou bien est-ce qu'elle en est un constituant? Ces questions-là sont devenues beaucoup plus floues qu'elles ne l'étaient initialement. Et je dois dire que je suis assez satisfait. Et puis, comment arrêter notre séminaire quand la question dont il traite a une telle actualité, quand un psychiatre tel que vous s'empare de cette question de l'incompatibilité du gestionnaire et du clinique. Je laisse Clément Fromentin vous présenter et je vous remercie beaucoup pour ça granger de votre présence. Alors, l'hôpital public est en crise, l'hôpital public est fracassé. Quel est votre diagnostic, professeur Granger? Merci beaucoup d'être là. Vous êtes donc professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Cité. Vous êtes responsable d'une unité de psychiatrie à l'hôpital Cochin. Vous êtes aussi membre de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance de la PHP. Vous êtes aussi ce qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte. Je crois que vos fonctions vous permettent de jeter un regard sans concession sur le fonctionnement de l'hôpital et de dénoncer ses dérives. Le monde hospitalier public est aujourd'hui passé d'une culture de service public à une culture de la rentabilité, animée par des indices de performance et un management par objectif qui génère un certain nombre de conflits éthiques notamment entre le corps médical et les équipes de direction. C'est dans cette zone de conflit et de grande turbulence que vous avez situé votre livre, qui est paru, je crois, en juin dernier, donc c'est Mathieu chez Odile Jacob. Et nous vous remercions beaucoup de venir nous en parler, puisque on se pose un peu tous ces mêmes questions. Qu'est-ce qui reste du service public? Qu'est-ce qui reste de la mission soignante quand l'institution est grévé par ces politiques de management, par ce souci permanent de la réduction des coûts. Vous dénoncez la gouvernance par les nombres, cette invisibilité du travail réel,
et cette question de la maltraitance institutionnelle à travers un certain nombre d'exemples extrêmement parlants. C'est un livre parfois drôle, souvent terrible, mais vous ne vous laissez pas non plus abattre par ce constat, et vous cherchez à faire surgir aussi un nouvel élan chez les équipes soignantes. Je laisse la parole pour en parler. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis déjà venu dans cette salle une fois, c'était il y a quelques années. C'était à propos du procès au Canaré du truc. Ça entraînait beaucoup d'émotions dans la profession. Une soirée organisée par le syndicat du psychiatre des hôpitaux. J'étais venu y assister. Moi-même, je dirige le syndicat universitaire de psychiatrie. Ils ne sont pas toujours aimés dans cette maison, mais ça ne nous empêche pas de prêcher la mauvaise parole. Alors, je vous remercie de cette présentation. Je ne me considère pas comme un lanceur d'alerte, parce qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui balance des documents sous anonymat, souvent de l'intérieur, et qui considère que c'est d'intérêt général de faire ces révélations. Moi, je ne fais aucune révélation, et j'utilise surtout, parce que je suis universitaire, la liberté de parole pour les universitaires historiques. Dans le cas des libertés universitaires, il y a la liberté d'enseigner ce qu'on a envie d'enseigner. C'est pas on n'a pas un patron qui nous dit qu'on fera ça, on enseigne comme on entend. On a la liberté. Pas le son, Daniel. C'est pas grave, j'entends, Jean-Marie. Laisse et écoute ce qu'ils disent. On a la liberté de chercher, et on a surtout la liberté de s'exprimer. Alors, c'est une exigence parce que c'est dans une perspective scientifique de rechercher la vérité, de s'approcher de la vérité, on n'atteint jamais. Et ça donne surtout une liberté de parole qui est cette liberté sous-utilisée par les universitaires, pas uniquement les universitaires psychiatres, les universitaires en général, qui sont souvent choisis d'ailleurs par leur capacité à courber les chines. C'est pas mon cas, un peu par hasard d'ailleurs, lors de la loi HPST, je me suis levé pour dire que ça n'allait pas du tout. J'avais une sorte d'intuition en lisant les premières lignes de cette loi qu'on prenait un mauvais chemin, et puis dans aiguille, je me suis spécialisé dans la question, je me suis toujours intéressé à la politique de santé, politique de soins, politique hospitalière. Et donc, depuis 2009, en effet, je suis très engagé dans ce domaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2009, c'était la loi HPST avec une manifestation dans la rue parce que ça représentait un tournant. Au fond, la philosophie de cette loi, ça avait été très bien exprimé par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il faut qu'il y ait un seul patron à l'hôpital, et ce patron, c'est le directeur. Tout médecin normalement constitué aurait dû hurler immédiatement, certains l'ont fait. Et autre point dans cette loi, c'était véritablement la transformation de l'hôpital public tel qu'il était avant, avec ses grandeurs et ses défauts, en hôpital entreprise. Il y avait une gouvernance d'entreprise et très nettement affiché une notion de rentabilité, d'équilibre des comptes, ce qui doit régir une entreprise privée à ceci près qu'un hôpital ne peut pas faire faillite. On était déjà là dans une ambiguïté assez toxique, je dirais. Et un troisième point très important dans cette loi, et qui finalement a donné un peu le signal de la révolte initialement, qui était une révolte des chefs de service de la PHP, c'était la volonté affirmée explicitement de supprimer une entité qu'on appelle le service.
dans la justification de la loi, dans sa première version, c'était une déclaration de guerre au service. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bastilles, ce sont des accès liés à cette façon d'écouter la vie hospitalière, et puis surtout, il y a beaucoup trop de pouvoir dévolu au chef de service. Je vous rappelle, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, moi malheureusement je suis plus jeune, mais les chefs de service étaient nommés par le ministère. Alors qu'aujourd'hui, ils sont nommés par le directeur de l'hôpital. Et pour les dégager, entre guillemets, il fallait se lever de bonne heure, alors qu'aujourd'hui, il suffit de prendre un papier et de dire cher monsieur, vous n'êtes plus chef de service. Et le terme de service avait totalement disparu de la loi. Alors là, il y a une anecdote, parce qu'il y a quand même eu des remous, et Sarkozy avait invité à l'Élysée un certain nombre de chefs de service. Je n'en fais pas partie, mais il y en a un, je ne sais plus quel, qui dit on veut supprimer les services, etc. Et alors, le président de la République se tourne vers Roselyne Bachelot, il dit c'est vrai, Roselyne, que de supprimer les services, il remet les services. Donc le mot est réapparu dans la loi, mais au détour d'une phrase. C'était une espèce de victoire symbolique, une petite victoire, mais je ne sais pas si vous êtes attentif à tout ça, mais récemment, l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, a dit attends, ça va pas du tout à l'hôpital, il faut remettre en valeur le service. Donc tout ça pour ça, c'est-à-dire que c'était évident pour nous que le service est une entité de base de mon hôpital, que ça n'avait aucun sens de vouloir les supprimer pour les remplacer par les pôles, les départements. Surtout de la façon dont ça a été fait. Et on en arrive maintenant à dire le contraire de ce qui a été dit en 2009. La question du système de soins, pas du système de santé, parce que les soins, c'est pas la santé, c'est même l'inverse, c'est quand on est en mauvaise santé qu'on a plein de soins, mais tous les aspects préventifs et politiques de santé sont en France assez catastrophiques, puisqu'on cède toujours au lobby de la malbouffe, de l'alcool, du diesel, j'en oublie sûrement. Donc, le problème du système de soins est très complexe. Alors, on trouve toujours, il y a des tribunes hier dans le monde, il y a une ribambelle d'individus, des communistes, des libéraux pur sucre, qui signent une même tribune pour dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand on regarde de près, c'est totalement nébuleux et c'est pas en une tribune qu'on arrive à s'attaquer à ces questions. Donc, moi, j'ai pris le problème par le biais de la bureaucratie hospitalière. Mais on voit bien que quand on tire ce fil, très vite, l'ensemble des chevaux pas le terme, enfin, se dévide et on perçoit les complexités de la question, mais pour s'en tenir à ce seul problème, ce seul aspect des choses, l'envahissement par la bureaucratie, on s'aperçoit malgré tout que ça pèse énormément dans la vie quotidienne. Je vous raconterai tout à l'heure quelques anecdotes concernant le codage. Et on s'aperçoit que c'est un mal qui ronge l'ensemble des services publics et l'ensemble aussi des grandes entreprises privées. C'est quelque chose qui a été fort bien analysé, à mon sens, par Alain Supiot. Sans lui, la gouvernance par les noms, il explique d'où ça vient et il explique comment tous les services publics, finalement, sont soumis à cette gouvernance par les noms. Il explique que c'est une espèce d'utopie
je dirais, cantophréniques, qui finalement, sous des aspects pseudo-scientifiques et totalement destructrices, délétères, c'est vécu de façon particulièrement aiguë à l'hôpital, puisqu'on est dans les métiers, certes, il faut scientifique, mais aussi où la part humaine est considérable et la déshumanisation des soins est évidente. Vous avez vu aussi peut-être dernièrement qu'un avis du comité consultatif national d'éthique qui insiste sur les transformations actuelles du système de soins et surtout de l'hôpital, et qui dit qu'il faut réhumaniser l'hôpital. J'avais écrit avec d'autres personnes une tribune dans le Figaro au moment de la pandémie, je pense la première année de la pandémie, sur l'après, en disant qu'il faut réhumaniser l'hôpital. Le président de la République, en 2020, qui est intervenu à plusieurs reprises, a dit une fois, il faut réhumaniser l'hôpital. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré toutes ces déclarations, l'après est pire que l'avant. Enfin, on voit bien que le mouvement n'a pas été vraiment réfléchi. Donc, la déshumanisation des soins a cette explication. Et j'ai essayé, dans ce livre, de prendre des exemples très concrets qui montrent aussi ce que révèle la parabole des rameurs, qui, je crois, est un des mots les plus terribles à l'hôpital, mais probablement ailleurs, c'est que quand on a un problème, quand on a une difficulté, on nomme des gens pour la résoudre. On fait des réunions, on nomme des commissions, des comités, et puis finalement, les gens qui voient les malades perdent leur temps à ces réunions, ne sont pas écoutés, leur savoir-faire et leurs besoins ne sont pas écoutés. Il y a au-dessus toute une superstructure bureaucratique qui coûte cher et qui finalement mange du temps soignant. Je ne sais pas chez vous, mais ce serait intéressant d'ailleurs que vous me disiez, mais là où je travaille, il y a maintenant l'équivalent des chefs de pôle, ça s'appelle directeur de département, directeur médicaux de département, qui ne voient plus le moins de malades. Ils passent leur temps, alors ils ont besoin de vous voir, donc ils organisent une réunion, et puis il faut que ce soit fini à 11 heures, parce qu'à 11 heures, j'ai une autre réunion, etc., etc. Alors, moi-même, je vais me dire, je participe aussi à des réunions au conseil de surveillance à la CME, donc certes, mais je vois toujours des malades, et j'en vois même beaucoup, puisque je fais dans les 2000 à 2500 consultations par an. Donc, moi, je n'ai pas des études de médecine pour cocher les cases, et participer à des réunions. Alors, cet envahissement bureaucratique doit aussi s'éclairer par un autre aspect, c'est la question très simple du pouvoir. Actuellement, j'interroge d'anciens chefs de service, d'anciens médecins, d'anciens internes de Paris qui ont connu l'assistance publique dans les années 1960, 1970. Est-ce qu'il y a un problème de son manifestement? Bon. Non, on dit connaître les 2000. Alors, peut-être que c'est sur la borne marché de celui-là. Alors. Ah oui, ça a mieux marché. Quand vous l'approchez. Essayez. Alors, est-ce qu'il faut que je recommence tout? Non. C'était vraiment celui-là, non? J'étais à eux. C'est mieux comme ça? En parlant vraiment près du micro. C'est mieux comme ça? Non. Donc, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ça me semble, mais ils n'entendent pas. C'est moyen. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, je commence ce livre par une anecdote qui a été d'ailleurs très reprise dans les articles qu'il y a eu, les émissions, parce que
parfois les journalistes, les 3 premières pages. Donc j'ai commencé le livre par cette anecdote. Un jour, dans mon service est assez petit, et pendant très longtemps on n'a pas eu de cadre d'ailleurs. Et là arrive un cadre qui sortait d'école. Je l'ai reçu, donc comme on l'avait personne, j'ai pris. C'est pas qu'il m'a fait une impression formidable, mais je lui ai dit, vous savez, il y a 2 solutions. Soit vous considérez que vous êtes un membre de l'équipe soignante, vous rendez service à votre unité, soit vous considérez comme le représentant de l'administration au sein du service. J'avais dit dans le cadre précédemment qui avait dit ça. Je suis alors la représentante de l'administration dans votre service. Pardon. Je lui dis, écoutez, c'est très simple, hein, si c'est le premier cas, tant mieux. Si vous êtes un représentant de l'administration, il y en a un des 2 qui partira et ce sera pas moi. Malgré cet avertissement, il s'est comporté comme un espion de l'administration au sein du service. Il a semé la zizanie, il a été d'une incompétence assez exceptionnelle. Et donc, pour montrer cette incompétence qu'on va enseigner dans les écoles de cadres, voilà ce qui s'est passé. Nous avions une petite pièce où était la photocopieuse, une pièce dévolue à la photocopieuse. Et comme on avait besoin de bureaux pour que les gens aient davantage de médecins, de personnel ayant besoin de bureaux pour consulter, on a dit on va déplacer la photocopieuse, on va la mettre dans le couloir, comme ça se fait le plus souvent d'ailleurs, et on va libérer cet espace et ça fera un bureau de plus. Alors là, évidemment, le chef de service n'a pas son mot à dire sur ce genre de choses, c'est le cadre qui doit s'en occuper. Donc lui, il a eu comme idée que comme la photocopieuse était dans le réseau, branchée sur le réseau informatique, il fallait créer une nouvelle prise informatique dans le couloir pour que la photocopieuse puisse être déplacée. Bon, ben, cette allemand dit, ah, mais vous savez, c'est cher, je ne sais pas si on aura le budget. Bon, c'est votre travail, vous occupez. Rien ne se passe. Au bout d'un moment, je dis, mais alors, vous savez, ça traîne, je n'ai pas encore la réponse du chef d'école parce que pour une prise informatique, d'ailleurs, était totalement inutile, il fallait qu'il en réfère au-dessus et que les signatures, les autorisations, et puis vous savez, ça coûte très cher, hein, ça coûte, je crois, que 1 000 €. Alors, au bout d'un moment, écoutez, là, ça commence à bien faire. Avant moi, j'ai une idée, je vais demander au service de la qualité et des conditions de travail de venir. Ça va nous aider à obtenir plus vite sa réponse. Donc, on a vu débarquer une dame, qui est restée une demi-journée dans le service, qui a fait un rapport de 2 pages. Il y avait une photo de la photocopieuse. Alors, elle a dit, compte tenu de plan stratégique, des options, la direction, enfin, il y avait des grandes phrases comme ça pour conclure qu'il fallait faire un trou, en fait, pour passer un fil, parce que la prise informatique était déjà celle qui était là, est tout à fait suffisante. Il fallait faire un trou pour passer le fil et déplacer la photocopieuse. Il y avait une prise dans le couloir, une prise de courant. Alors, soit je gardais précieusement ce document inébranlable, et bon, toujours rien. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, ah, mais c'est cette prise informatique, qui s'occupe de ça? Là, il faut voir avec le service des travaux. Bon, mais vous avez le numéro du responsable, on vous donne le numéro de téléphone, coup de bol, j'appelle le responsable répond. Je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe là pour cette histoire? Elle me dit, mais le service des travaux ne fait pas de travaux. Nous faisons des devis. Ah bon, mais on m'a dit que ça coûtait très cher, 1 000 €, mais pas du tout, ça coûte 583 €. Mais vous l'avez le devis? Bah, bien sûr que j'ai le devis.
pouvez me l'envoyer. Donc, on m'a envoyé un devis. On a fait une création d'une prise informatique. 500 et quelques. Alors, je vais voir le cas. Je dis, ouais, le devis. Ah bon, il faut que j'en parle au chef enfin, au cadre de pôle. Pour rien. Je dis, écoutez, comment ça vient faire? Le service des travaux ne fait pas les travaux. Qui fait les travaux? Il y a sur les services généraux. Mais alors, est-ce qu'on peut leur demander de venir? Parce que finalement, vous demandez de faire une prise informatique, mais c'est totalement inutile. Il suffit de faire un truc et de passer le fil pour relier à la prise informatique. Oui, je m'en occupe. Il n'y a rien, toujours rien. Puis un jour, il s'énerve un peu, le cadre en question, et il dit bon, ben, si ça continue, je vais prendre ma perceuse et je vais faire le trou moi-même. Après, il s'est ravisé en disant non, s'il y a un accident, je serai en faute et tout, parce qu'il était très scrupuleux dans le respect du règlement, ce qui est la meilleure façon de tout bloquer. Et un jour, je vois deux individus en bleu de travail, je me suis dit, formidable, ils viennent pour percer ce trou. Pas du tout, ils étaient venus pour installer une prise électrique dans le réfectoire de l'hôpital de jour pour qu'on puisse brancher un deuxième chauffe-plat. J'ai dit, mais vous ne pourriez pas faire un trou là pour qu'on passe le fil de la photo. Là, ben, on n'a pas ce qu'il faut, mais on vient demain et on vous le fera. Donc, ce sont les électriciens qui ont finalement fait le trou. On a déplacé la photocopieuse, mais toute cette histoire qui, chez soi, serait réglée en 1 heure, même pas. Enfin, moi, je ne suis pas très bricoleur, en 5 minutes, quand on a une personne. Et là, ça a pris 3-4 mois. Et alors, c'est assez intéressant parce que, évidemment, je ne me suis pas privé de raconter ça partout, notamment au conseil de surveillance de la tête. La direction était dans ses petits souliers, ça n'a pas ému grand monde. Sauf qu'après, j'ai eu une conversation avec un des directeurs adjoints de l'assistance publique. Il m'a dit, ouais, votre histoire là, de prix pour la photocopieuse, c'est partout pareil, c'est pas la peine d'en faire un cas, c'est partout pareil. Je me dis, monsieur, c'est pas parce que c'est partout pareil qu'on peut accepter ce genre de choses. S'il faut jamais dire du mal de l'endroit où on travaille. Et puis, invité à l'Élysée par c'était la secrétaire générale adjointe de l'Élysée, celle qui était chargée de la santé, je raconte la même histoire. On était invité avec d'autres pour parler justement de la gouvernance hospitalière. Réaction de la secrétaire générale, il suffisait de faire un trou. Elle a dit, oui, madame, mais ça a pris 3-4 mois. Là aussi, pareil, pas plus de réaction, sauf qu'elle a dit une chose très juste, nous permettre de sortir de cette anecdote peut-être un peu longue, mais très significative, puisque mes collègues me disaient, tu sais, 3 mois, tu as eu de la chance, hein, parce que nous, pour repeindre un pan de mur, on attend des années. Donc, elle a dit, cette secrétaire générale adjointe, elle a dit, mais en fait, à un moment, il y a eu un pouvoir excessif, quasi absolu, médecin à l'hôpital, qui, à mon avis, se discute. Et après, avec la loi HPST, le balancier est allé dans l'autre direction, c'était le pouvoir absolu du directeur. Donc, il faut remettre le balancier au milieu. La vérité est au milieu. La parole de Bouddha. Mais le balancier n'est toujours pas revenu au milieu. Il y a, et ça, je crois que ça intéresse les psychanalystes que vous êtes, quand même, il y a eu la volonté d'émasculer des mandarins, des prétendus mandarins, et de greffer les organes génitaux sur l'entrejambe des directeurs qui en manquaient, probablement. Et c'est vrai qu'il y a eu, de la part de certains directeurs, alors vous n'êtes pas urologue, vous êtes psychanalyste. Il y a eu de la part de certains directeurs, en tout cas, un esprit de revanche assez féroce,
se voit des piscines. Se voit des piscines. Quand, il y a quelques années, quand vous receviez un mail, c'était monsieur le professeur, ou cher docteur. Maintenant, c'est bonjour. Et à la fin, c'est s'il y a une formule de politesse, c'est bien à vous, CDP. On dit, pour illustrer ce changement de pouvoir, avant un grand patron, convoquait le directeur dans son bureau, il tirait les oreilles, il soufflait dans les bronches parce qu'il manquait ceci, il manquait cela. Et c'est pas pour autant qu'il obtenait, parce que les moyens, certes, étaient moins limités qu'aujourd'hui, valeur relative, mais tout n'était pas possible. Maintenant, vous êtes convoqué à la direction, séance tenante. Il y a ce fantasme qui même est parfois exprimé, que le médecin ne soit finalement qu'un employé de la direction. Et l'hôpital n'est pas une entreprise, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça pour tout un tas de raisons. D'abord, il y a le respect des valeurs médicales, hippocratiques que nous incarnons. Il y a le respect du savoir que nous déployons auprès du malade, et il y a cette notion que l'hôpital, c'est d'abord un lieu de soins qui accueille des malades dans un service et qui viennent voir un médecin pour un rapport humain, et souvent on glose en disant oui, le colloque singulier, c'est fini, pas du tout. Enfin, en psychiatrie, ça reste la presse des bonnes. Puis ça a des réunions où on parle à plusieurs des patients. Enfin, et donc ça, il y a eu quand même la volonté de réduire, de vouloir protocoliser, techniciser la pratique, ce qui est dans certains cas peut se justifier. Il y a un protocole quand on doit opérer quelqu'un, c'est une checklist pour qu'on opère la bonne personne, pour qu'on opère du bon côté. Bon, très bien, mais moi, il m'est arrivé de dire ah bon, vous pensez qu'il y a des références pour tous les protocoles, venez à ma consultation et puis vous m'expliquerez quel protocole je dois utiliser pour le patient que je vois face à moi. Parce que la plupart du temps, il n'y a aucun protocole ou les recommandations ne s'appliquent pas parce que les patients sont des cas particuliers qui ne sont pas dans les clous de ce que disent les protocoles. Ne serait-ce que cette notion, alors dans la psychiatrie, l'épisode dépressif, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Or, vous avez un tas de protocoles thérapeutiques sur l'épisode dépressif qu'on appelle majeur, qu'on appelle maintenant caractérisé. Je ne sais pas comment il sera appelé demain, mais et c'est pour tout un peu pareil. Alors, quelques mots maintenant d'une des dérives que vous connaissez probablement ici aussi, c'est le codage. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, ici, si vous avez des dossiers informatisés. Si ça, Cortex, bon, ça veut tout dire. Moi, j'ai refusé, je ne sais pas pourquoi, on m'a rien dit d'ailleurs, j'ai refusé que le dossier, là, nous, ça s'appelle Orbis, vous voyez, l'ambition est mondiale. Orbis, moi, j'ai refusé qu'il y ait un dossier informatisé, principalement pour des raisons de confidentialité. Deuxièmement, parce que ça me casse les pieds, ça a beaucoup d'idées de prendre quelques notes sur un dossier papier, nous on a les dossiers papier. Alors, quand j'ai dit ça, le directeur général de l'époque, Martin Hirsch, m'a dit ah, mais les dossiers papier aussi, on peut rompre la confidentialité, quelqu'un du service peut aller le regarder. C'est vrai, sauf que les dossiers informatisés, ce sont des dizaines de milliers de personnes. Tous les gens de la paix, s'ils sont assez doués, s'ils ont les bons codes, peuvent accéder au dossier de n'importe qui.
j'ai dit au directeur général, d'ailleurs, vous, si vous êtes soigné, flaqué par un médecin de la peau. Oui, donc, il y a quelques années, je vois débarquer dans mon service une collègue qui s'occupait d'ailleurs avant, qui était urgentiste, mais elle avait eu des soucis personnels. Elle avait été recasée au département d'information médicale de Lille. Elle m'a dit, ah, tu comprends Bernard, c'est pas, ça serait bien quand même que vous codiez votre activité. Ah bon, oui, il y a le logiciel Suzy. Bon, alors elle m'explique, elle commence à montrer des trucs, c'était, il m'attend, mais on va perdre un temps fou à ces trucs-là. Elle me dit, mais tu sais, dans d'autres services, ils utilisent ça, puis il n'y a pas que l'acte que tu fais, la consultation, il y a aussi, s'il y a une réunion, si tu téléphones au patient, il faut que ce soit enregistré, et comme ça, on voit bien tout ce que tu fais. Bon, c'est intéressant, mais alors, et si le matin, en prenant le métro, je pense à un patient, est-ce qu'il faut que je me mette, voilà, elle me regarde, elle sourit vaguement, et puis après je me dis, si, la nuit, je rêve d'un patient. Est-ce qu'il faut que je l'indique dans le logiciel? Alors là, elle a compris. Je me moquais d'elle. J'étais un peu sans voix, et je lui dis, mais attends, envoie-moi le texte qui dit que c'est obligatoire de faire tout ce machin. Donc, pendant quelques années, j'ai eu la paix. Puis un jour, je reçois un coup de fil d'un dîme nouveau, je n'ai pas donné son nom, un médecin, un homme charmant, et qui est il applique ce qu'on lui dit. Elle me dit, ah, je suis très embêté parce que là, il n'y a aucune consultation, vous n'avez coté aucune consultation. Je dis, pardon, moi, j'avais dit que pour l'année, je ne sais pas, 2020, enfin, ou 2019. Mais moi, j'avais dit ça. Oui, mais vous comprenez, si vous ne faites pas de codification, l'ARS va considérer que vous n'avez rien fait. Ah, c'est embêtant. J'ai dit, est-ce que l'hôpital est payé des consultations? Ah oui, il n'y a pas de compte. Ah bon. Je dis, mais alors, est-ce que vous pouvez coter pour tous les état dépressif, appuyer sur un bouton et basta coding? Il dit, oui. Je dis, allez-y, faites-le. Ça m'a éclairé sur la stupidité du système que j'avais pressenti, si vous voulez. Mais là, j'en avais la démonstration directe. Et surtout, jamais l'ARS s'est ému de voir qu'un type, sur 1000 et quelques consultations, parce que ça concerne que les consultations publiques. Bizarrement, les consultations privées, là, on fait ce qu'on veut. On a encore cette liberté. L'ARS ne s'est pas ému de ce truc-là. Parce que on nous oblige à coder nos actes et à mettre des diagnostics, etc. Mais on ne fait rien. D'abord, c'est fait n'importe comment. Enfin, on vérifie pas la qualité de la cotation parce que c'est très complexe. On peut mettre plusieurs codes. On ne vérifie pas la qualité du codage et on ne fait rien de ce codage. Est-ce que vous avez reçu un jour quelque chose en vous disant, cher monsieur, dans votre service, il y a tant de schizophrènes, tant de machins, tant de trucs, ce qui d'ailleurs nous fait une bonne cuisse, mais bon, non. C'est vraiment, ça peut être vécu, interprété, considéré comme un exercice d'abord de reporting en pensant qu'avec les mégadonnées comme ça, on va pouvoir faire de la science. C'est tout à fait faux. Et puis c'est un outil de domination. C'est un outil de domination pour nous dire, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça, même si ça n'a aucun sens. Quand on nous demande de faire des choses qui ont du sens, oui, mais quelque chose d'inutile et même de faux, personnellement, j'ai du mal. Mais on nous y oblige. Alors, on nous a obligés, là, je retiens la date, puisque c'est mon anniversaire, le 15 septembre 2000, je ne sais pas de bêtises, 2021, à partir du 15 septembre 2021, on devait, pour toute consultation, nous, on a un gros service de consultation, on en fait 6 000 ou 7 000 par an, on devait mettre un code diagnostique pour chaque patient.
Et je ne sais pas si vous savez, dans l'offre qui est dans le menu déroulant, combien il y a de codes différents. Parce que vous utilisez le même truc, c'est de la qualification de l'OMS. Pour la psychiatrie qui est F quelque chose, devinez combien il y a de codes différents. Moi, quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça, j'étais par terre. 500. J'ai eu le vol libre, alors je sais pas. 500 500. 1200. 1291, exact. 1291 codes différents. Rien que pour la maladie d'Alzheimer, il y en a plus de 80. C'est pas, là aussi, il faut y mettre maladie d'Alzheimer. Donc, que font les gens? Ils utilisent des grandes rubriques. On pourrait limiter ça, on pourrait le simplifier à une trentaine de rubriques. Et de toute façon, dans la vraie vie, on ne va pas chercher face à un patient psychotique, s'il est en rémission, semi-rémission, en quart de rémission, on met les grandes rubriques. Il y a un code exceptionnel, c'est trouble mental non spécifié. On n'a pas le droit de l'utiliser, parce qu'on pourrait le mettre pour chaque... Mais il y a 3 codes comme ça, ultra généraux, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, mais tous les autres, on peut les utiliser. Enfin, à la paix, c'est comme ça, parce que c'est... Il y a toutes les rubriques de la classification de l'OMS, mais certains sont interdits. Là aussi, il est totalement absurde. Absurde. Parce qu'en plus, vous imaginez bien qu'on ne perd pas notre temps à mettre le premier code, le deuxième code, parce qu'en réalité, il faut mettre d'abord le code qui a motivé la consultation. Mais après, s'il y a des troubles associés, s'il y a d'autres choses, il faudrait les mettre. Donc, certains patients pourraient se retrouver avec 2, 3, 4, 5 codes. C'est pas notre temps. Le temps médical, il est précieux. Il n'y a pas assez de médecins, il y a trop de malades. Donc, tout ce qui entrave le temps médical devrait être simplifié et aboli quand c'est possible. Il n'y a pas que ça. Dernièrement, je reçois un message combinatoire du DIM disant oui, voilà, au premier semestre 2022, il y a 1300 RAA qui n'ont pas été faits. RAA, c'est rapport d'activité ambulatoire, c'est-à-dire c'est le nom, l'âge, la date de l'acte et le fameux code diagnostique, la nature de l'acte, est-ce qu'il a vu un psychologue, est-ce qu'il a vu que le psychiatre. Bon, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Sous-entendu, vous n'avez pas fait votre boulot pour 1000 patients. Alors, on a fini par comprendre qu'en fait, si le patient est enregistré dans un premier logiciel le lundi, mais vous remplissez la fiche le mardi, pas nous qui la remplissons, nous on donne les codes diagnostiques, c'est les agents à l'accueil, les soignants. S'ils le font le mardi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps le lundi, pourquoi pas, c'est considéré comme non fait. Parce que le logiciel n'a pas prévu ce cas de figure qui pourtant était relativement prévisible. Alors moi, je lui dis, le gars est venu me voir dans mon bureau, je lui ai dit, écoutez, franchement, là, nous, on va pas reprendre le 1000 et quelques en changeant la date. Mais bon, on va le faire, on va le faire. Quelques jours après, je reçois un mail en me disant, ah ben non, finalement, c'est pas grave, parce qu'on peut faire remonter les RAA au ministère, même si les 2 dates correspondent pas, c'est pas grave, parce que eux, quand ils ont eu le boulot à faire, ils voulaient qu'on le fasse, mais eux, quand ils ont dû le faire, ils ont qu'à vérifier si c'était indispensable, mais non. Donc, ça veut dire qu'on nous demande des choses qui ne sont même pas exigées par le ministère. De la même façon, en hôpital de jour, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, il faut mettre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Sauf que si vous remplissez la fiche le soir et que vous ne faites pas attention et que vous ne mettez pas l'heure d'arrivée qui est enregistrée, c'est celle du moment où vous remplissez la fiche. Là aussi, on reçoit un mail. Que se passe-t-il? Nous avons des journées qui sont inférieures à 3 minutes. Alors, bon, on
on a compris d'où ça vient, mais je m'attendais, on va pas mettre une pointeuse à l'entrée du service, on va pas passer notre temps à mettre les heures d'arrivée, les heures de sortie. On regarde les textes, en réalité, non, il suffit de cocher demi-journée d'hôpital de jour ou journée entière. L'exigence des heures n'est pas justifiée, c'est pas obligatoire. Donc là encore, on nous impose un travail inutile et on nous culpabilise parce qu'on ne fait pas ce travail de reporting qui n'a rien à voir avec le travail soignant. Bon, je m'arrête là. Mais je connais des médecins, psychiatres qui ont démissionné de cliniques, par exemple, parce que dans les cliniques privées, c'est le même tarif, parce que, une fois de plus, un, c'est un travail supplémentaire, deux, c'est un travail inutile, et trois, c'est un travail qui nous empêche de consacrer du temps au vrai travail, à celui qui a du sens, c'est-à-dire recevoir les patients. Alors, la psychiatrie, là, je vais en dire quelques mots, est probablement, dans le fracassement actuel, fracassement général, la discipline, une des disciplines les plus touchées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu beaucoup d'émotions à cause de la pédiatrie. Mais ce qui se passe en pédiatrie, ça se passe tout autant, si ce n'est plus. En gériatrie, en psychiatrie, bon, les vieux, les fous, ça n'intéresse personne. Les enfants, ça émeut l'opinion. Le gouvernement, d'ailleurs, a donné, fait dire qu'il donnait 500 millions, 600 millions pour éteindre le feu. Là, on n'entend quasiment plus parler de rien. Pour ce qui est de la psychiatrie, même nous qui sommes privilégiés à Paris, ou ici, nous à l'assistance publique, on sent cette dégradation. On est obligé de faire de la psychiatrie d'abattage de mauvaise qualité. Il y a la pression des chiffres. Il y a un état d'esprit détestable. Il y a des problèmes de démographie médicale. Moi, c'est une structure ambulatoire, donc il n'y a pas trop de soucis liés au travail de nuit, qui est souvent délaissé. Mais cette dégradation, elle est ressentie même dans des endroits où on imaginait mal qu'elle puisse être. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Daniel Zaguri, qui est tout à fait exceptionnel, Comment on massacre la psychiatrie. Alors, je le cite à 2 reprises dans mon livre. Première citation, toutes les analyses que l'on peut faire du déclin programmé de la psychiatrie française ne pèsent pas lourd devant le constat déprimant de la fuite des cerveaux, des démissions de ces jeunes psychiatres brillants et motivés qui quittent le navire dans la tempête ou qui renoncent à s'engager dans un service public de la psychiatrie devenu un enfer quotidien. Bon, Daniel Zaguri a écrit remarquablement bien. Parle d'enfer, c'est peut-être excessif, mais parfois quand même, on a l'impression en effet de vivre des choses abominables, insupportables, et d'être un peu prisonnier, c'est-à-dire de pas tellement avoir les moyens de réagir. Ici, alors je le cite dans un autre endroit, où là il essaie d'analyser en partie les causes de ce mal-être de la psychiatrie et de cette, au fond, de décadence de la psychiatrie actuellement, mais qui peut s'appliquer d'ailleurs à la plupart des disciplines. J'appartiens à une génération qui a contribué à abattre la statue du mandarin, c'est très bien. Alors je dis au passage, j'ouvre une parenthèse, dans la Chine, le mandarin, c'était des hauts fonctionnaires, hein, c'était pas des médecins, donc je sais pas pourquoi. Recrutés sur concours de poésie, d'ailleurs. Recrutés sur des concours très difficiles. De poésie. Mais où il y avait du piston. Alors, j'appartiens à une génération qui a contribué à abattre la statue du mandarin, et c'est très bien. Mais nous n'imaginons pas que d'autres prendraient sa place
et que son fauteuil deviendrait un strapontin. Je ne fais pas partie de ces nostalgiques qui pensent que c'était mieux avant. Pourtant, quelque chose d'essentiel s'est perdu. Non dans le rapport de pouvoir sur les autres, mais dans celui du pouvoir sur l'organisation même des soins. C'est désormais l'administration qui ordonne. C'est vrai que, je dirais que, il touche là un point central qui est la perte de l'autonomie professionnelle. Quand je dis la perte de l'autonomie professionnelle, c'est pas uniquement l'autonomie professionnelle des médecins ou des soignants. L'autonomie professionnelle, toutes les enquêtes de sociologie le montrent, c'est la valeur qui permet de mieux s'épanouir au travail et d'ailleurs d'avoir un meilleur rendement. Parce que si on regarde les choses du côté du rendement, les méthodes actuelles, certes, ont accru au départ avec la T2A et les façons d'imposer des objectifs ont au départ en effet augmenté le rendement, mais maintenant c'est terminé. D'abord, on ne peut pas augmenter les armes ne montent jamais jusqu'au ciel, et puis avec le découragement des équipes, c'est même le contraire avec qui se produit. Donc, parmi les causes de tout ça, il y a ces questions d'organisation du travail, cette philosophie de la gouvernance par le nombre, avec des objectifs, avec des contrats aussi, des sacro-saints contrats. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est contrat. Le contrat de pôle, le contrat avec l'ARS, le contrat avec ceci, avec cela. Contrat d'objectifs et de moyens. Et en fait, ce sont de faux contrats. On appelle ça contrat, mais c'est un abus de langage. D'ailleurs, j'ai fait un chapitre sur ce langage qui est totalement abusif parce qu'on utilise des mots passe-partout qui n'ont plus de sens ou qui ont même un sens contraire de leur sens premier. Mais là, en l'occurrence, un contrat, si le contrat n'est pas respecté, il y a une instance qui doit arbitrer. Là, il n'y a aucune instance qui arbitre. On vous donne des injonctions paradoxales, c'est-à-dire moins de moyens, mais on vous demande plus de travail. Mais si le contrat n'est pas respecté, si les objectifs ne sont pas atteints, vous ne pouvez pas vous défendre en disant « Attendez, vous ne m'avez pas donné les moyens de remplir mes objectifs. Ah, mais on ne veut pas le savoir, les objectifs ne sont pas atteints. On va vous supprimer une infirmière, on va vous supprimer ceci, vous supprimer cela, ou on va ne pas faire l'investissement pour votre service. » Donc, c'est une espèce, là aussi, de façon de raisonner. Alors, à l'hôpital, je parle de ce que je connais, infantilisante, très mal informée sur ce qu'est un management de qualité. On a donné beaucoup de pouvoir aux cadres, en tout cas au CHU d'Île-de-France. La hiérarchie médicale, c'est une chose, la hiérarchie paramédicale, c'en est une autre, et là, règne en maître les cadres. Et ils nous font bien comprendre, là aussi, une espèce de ressentiment, comme chez les directeurs, que c'est plus vous maintenant qui vous commandez. Bon, pas raconter d'anecdotes personnelles, mais moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les cadres, justement, parce qu'il y a cette mentalité, nous on s'occupe du personnel, vous n'avez rien à dire, il n'y a plus du tout la notion d'équipe soignante, en tout cas dans l'endroit où je travaille. Dans mon service, il y a la notion d'équipe soignante, parce que c'est un petit service familial, et les cadres, soit ils se font virer parce qu'ils sont en dessous de tout. Moi, j'en ai viré 2 déjà. Franchement, il y en a une qui était maltraitante. Et là, j'avais une feuille signée par tout le personnel qui disait voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle dit. Ah, j'ai écrit au directeur en disant monsieur, je ne veux plus voir cette personne, voilà ce qu'elle a fait. Voilà. Et je dis j'espère qu'il y aura des suites disciplinaires à ce qui s'est passé. Inadmissible.
On n'a plus vu la personne. Elle est partie d'un instant à l'autre. Mais elle est allée ailleurs où elle a recommencé d'être maltraitante. On l'a suivie de loin, on a eu des échos. Et un jour, je vais à la direction des soins, donc la hiérarchie des cadres, et je rappelle cette affaire à la directrice des soins, le Cochin. Je dis, mais je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de sanctions disciplinaires. Vous acceptez des choses qui ne sont pas acceptables. Réponse, nous sommes là pour protéger les cadres. Donc c'est une organisation qui explicitement est maltraitante. C'est pour ça que moi je parle de maltraitance institutionnelle, parce que cette espèce de façon de faire, et d'esprit de revanche, et d'esprit de petit chef, de petit pouvoir, le pouvoir des médiocres, c'est la kakistocratie, terme technique, le règne, le pouvoir des médiocres, avec cette organisation, c'est vraiment instauré un peu partout, en causant des dégâts humains considérables. Je suis beaucoup intéressé au harcèlement moral en général et à l'hôpital en particulier, et il y a eu des condamnations. Bientôt, il y aura le procès de l'affaire Médien. Harcèlement des médecins entre eux, c'est souvent comme ça, harcèlement des cadres, harcèlement des directions, enfin bon, c'est un problème qui est vraiment assez répandu, et petit à petit, il y a une prise de conscience, mais pour l'instant, insuffisante. Alors, pour terminer, parce que je crois que l'heure est sonnée, je cite aussi une phrase à propos de l'effondrement du système, parce qu'on a l'impression que ce système est en train de s'effondrer. Une phrase d'un ancien chef économiste du Fonds monétaire international qui dit « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on ne le pense, mais ils finissent par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. » Alors, je ne sais pas, vous, la perception que vous avez de la situation actuelle, mais on a quand même l'impression que l'effondrement n'est pas loin, est en train de se produire sous nos yeux. Moi, je n'ai jamais vu autant de PIPH qui démissionnent. Jamais chaque mois, on apprend qu'il y a tel chef de service qui s'en va avec toute son équipe, tel autre qui démissionne pour aller dans une clinique de province, tel autre qui part à l'étranger, tel autre qui s'installe en ville, enfin bon. La fuite des personnels est importante. À la paix, il y a plus de 1000 postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus. Il y a près de 20% des lits qui sont fermés. Et on ne mesure pas les conséquences que ça a pour les patients. C'est-à-dire les opérations qui sont reportées, les prises en charge de cancers qui sont reportées. Dans le système de ville, c'est pas mieux, en raison de la crise démographique. Maintenant, il y a des délais de rendez-vous qui sont, à mon sens, incompatibles avec une bonne prise en charge. Alors, est-ce qu'il faut souhaiter un effondrement pour rebâtir autre chose? Est-ce que on va continuer dans la même ligne jusqu'à du pouvoir ou à coller des rustines chaque fois qu'il y a une éruption, on verse dessus quelques millions, une dizaine de millions, ou centaines de millions pour l'éteindre. Bon. Si on veut se tromper, il suffit de faire des prévisions, donc je ne sais pas comment tout ça va tourner, mais il est évident que la situation actuelle, en tout cas, moi qui ai à peu près 40 années de carrière derrière moi, un peu moins de vent, mais je n'ai jamais connu une situation pareille. Alors, si on regarde l'histoire du système de soins en France, il y a des moments glorieux et d'autres pitoyables, mais là, on est vraiment dans un moment pitoyable, et tout ce que je dis, ça n'a rien d'original. Enfin, il suffit de lire les tribunes par dizaines depuis
10 ans, 20 ans, j'ai retrouvé, je terminerai là-dessus, une tribune d'un gynéco obstétricien qui a démissionné de l'hôpital Cochin il y a une vingtaine d'années. Il a expliqué pourquoi, et tout ce qu'il dit, c'est exactement ce que je vous explique ce soir. Il y a 20 ans, parce qu'il avait pressenti pour lui, pour son activité, puisqu'il s'occupait de couples infertiles, il n'arrivait pas à avoir de moyens. Et il expliquait, alors à l'époque, c'était beaucoup moins intense, beaucoup moins perceptible, mais lui avait perçu toutes ces difficultés qu'il exprimait très bien. Il s'appelle Oliven, qui est il doit avoir 60-65 ans aujourd'hui. Il a fait parler de lui parce qu'il s'occupe de couples infertiles. Et il a démissionné, c'est un des premiers qui a démissionné alors qu'il avait 20 ans, donc il avait 45 ans à peu près, en expliquant que le système hospitalier était en train de mal tourner. Voilà, écoutez, j'arrête sur cet hommage à Denis Oliven, qui d'ailleurs est le neveu de notre collègue décédé, Olivenstein, qui s'est illustré dans la prise en charge des toxicomanes. L'ex-mari de Christine Scott Thomas. Et l'ex-mari d'une actrice, Christine Scott Thomas, on l'a dit, qui démissionnait parce qu'il fallait couper la pension alimentaire. C'est vraiment une médisance. Je passe à Zao. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux retrouver du coup cette intervention de la tribune. Oui. Est-ce qu'on va entendre? On va essayer de parler bientôt. On va parler bien fort. Ouais. Une boîte canard qui marche bien. Merci beaucoup pour votre intervention et pour votre texte. C'est un texte de colère, c'est un texte de révolte, et aussi de résistance. Alors, si vous goûtez que moyennement le terme de lanceur d'alerte, peut-être que vous apprécierez peut-être plus l'esprit voltairien, qui est éducatif peut-être que la trouvé dans votre texte, c'est-à-dire animé effectivement par cette ironie aussi face à une certaine bêtise quand même, qui est aussi traversée par l'impression d'un certain fanatisme. Donc, faut écraser l'infâme. Alors, c'est pas le même infâme. Ce n'est pas le même infâme. Mais c'est pas le même infâme, non. Il y a un certain dogmatisme quand même dans l'impression de l'administration qui ressemble à un autre. C'est vrai que ce discours, comme vous dites, il n'est pas tout à fait nouveau, même si quand même on a l'impression qu'il y a des choses différentes qui se passent. Du côté de la psychiatrie de secteur, c'est vrai que c'est un discours auquel on est assez habitué. Mais du côté d'un universitaire comme vous êtes, c'est vrai que c'est assez différent que vous preniez position comme ça. Je voudrais juste citer deux autres universitaires. C'est Julien Duménil, qui est aussi un chirurgien obstétricien, qui avait publié un livre en 2009 sur l'art médical et normalisation du soin, et qui montrait aussi déjà à l'époque combien toute cette question des protocoles et des guidelines transformaient l'exercice médical et aboutissaient à une perte de la singularité de l'exercice de chaque médecin ou des soignants en général. Et puis, je voudrais aussi signaler l'entretien qu'on avait fait avec Yann Oxemery pour l'évolution psychiatrique à Stéphane Velu, qui est un neurochirurgien qui nous aide à Tours. Et qui a fait paraître un tract, pareil à la suite du premier confinement, L'hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme, qui s'intéressait notamment à cette question du langage des consultants, qui a été adopté aussi beaucoup par l'administration, et qui a abouti à une certaine déréalisation par rapport aux réalités de la clinique. Alors, je voudrais aussi souligner quand même le courage que vous avez, de par vos fonctions, d'oser aborder les choses de cette façon-là. Et je voulais savoir aussi quel retour vous aviez eu, quelle réponse vous aviez eu des gens à qui vous vous adressez. Pas que des médecins, mais et des gens universitaires aussi. Alors, le courage, c'est une absence d'imagination. Moi, j'ai dit ce que je pensais,
Bon, il y a parfois une délectation à faire de la polémique, depuis longtemps, hein. Mais je me suis aperçu que je disais tout haut ce que nos collègues pensaient tout bas. Et j'ai eu énormément de félicitations, d'encouragements. J'ai été élu avec beaucoup de voix à la CNE. J'ai failli même être président de la CNE d'AP à 3 voix près. Donc c'est pour vous dire, j'ai d'excellentes relations avec l'actuel président de la CNE qui m'a battu à 3 ans. Pour ma vie personnelle, je pense que ça a été une bonne chose. Et puis surtout, quand on peut pas se faire aimer, il faut se faire craindre. Et quand vous connaissez des journalistes, quand vous avez le verbe un peu acéré, les gens ont peur de vous. Ils n'osent pas trop vous embêter. Alors, j'ai eu des représailles. Il ne faut pas rêver, j'ai eu des représailles dont je me fiche éperdument parce que l'avantage des psychiatres, c'est que pour travailler, ils ont besoin de leurs oreilles, peut-être de leur cerveau, mais d'un stylo et de leurs oreilles. Alors que le radiologue, vous le privez de ses instruments. Un chirurgien, vous le privez de ses personnels. C'est arrivé, et allusion là à un chirurgien de Cochin qui lui aussi s'était un peu révolté. Lui, il a eu des représailles avec des suppressions de vie. J'ai eu des tentatives comme des gages de ma responsabilité limitée, puisqu'on a appelé certains de mes collègues, mais ils ont dit non, on ne veut pas faire mauvais coup à Bernard Granger. Enfin, il y a eu aussi un appel à des sanctions disciplinaires de la part d'un directeur d'hôpitaux, mais ça, c'était à la suite d'un article que j'avais fait quand il y avait eu un rapport sur Paul Guiraud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait de grandes tensions à Paul Guiraud entre le directeur, qui était un peu le mégalomaniaque, et Bernard Lachaud, qui était président de la CNE. Il y avait une enquête IGAS, un rapport qui mettait quand même un peu en cause le directeur. Moi, j'avais vu un texte soulignant ça. Alors là, le directeur était foudrage. Le directeur était foudrage parce que lors de l'affaire Ménien, j'ai dénoncé l'action d'une directrice, tout en dénonçant l'action de certains collègues. Bon, je dirais que c'est pas si courageux que ça, parce que les risques sont quand même limités. On est protégé en tant qu'universitaire par notre statut sur la liberté on l'a vu encore récemment, y compris à propos du Covid, on peut dire parfois n'importe quoi, mais ça fait rien. Vous êtes universitaire, vous pouvez. Bon, et puis les vérités sont toujours relatives, mais le fait d'avoir des mandats de représentation, d'être élu aussi au conseil de surveillance, c'est une forme de reconnaissance qui vous protège. Le fait de connaître des journalistes, ça donne les jetons à ceux qui cherchent à vous embêter. Puis je répète, ce que je dis n'est pas original et largement partagé. Il y en a d'autres qui s'expriment avec tout autant de courage, entre guillemets, qui n'ont pas peur de faire les choses. Alors évidemment, j'étais candidat pour diriger aussi le service de l'hôtel-lieu. J'étais retenu. Enfin bon, aussi modérer ses ambitions quand on est dans une telle position, parce que le pouvoir reste quand même aux directions. Je ne peux pas vous dire que Martin Hirsch était un ami très proche. Il n'en avait pas beaucoup aussi. Non, c'est vrai qu'il n'y en a pas parce que dans ce livre, je dénonce aussi la discussion de certains de nos collègues qui ont épousé toute cette philosophie et qui sont toujours très heureux, sont les oligarques, les apparatchiks qui sont très heureux de manger à la table du directeur. Et qui, au passage, je pense qu'ils en obtiendront des avantages. Il y a aussi
Le problème des médecins, c'est qu'ils sont très individualistes. Donc, il n'y a pas d'attitude de cohésion. Si on était mieux organisé, je pense qu'on obtiendrait beaucoup plus de choses, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'en face, les hauts fonctionnaires, les directeurs sont, eux, très bien organisés et serrent les rangs dès qu'il y a des menaces. Je voudrais revenir aussi sur cet article du Monde qui date du 12 août, qui s'intitule « Et si c'était à refaire ?» Vous savez, c'était les 6 ministres de la Santé qui revenaient sur la politique de soins qui a été menée depuis une vingtaine d'années. Et ce qui était assez stupéfiant, c'est que finalement, ils font un constat qui n'est pas si éloigné. Quand même, il y a l'impression qu'ils étaient au courant de l'effondrement du système et que finalement, ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas eu tellement de marge de manœuvre pour faire évoluer la situation. Et on a l'impression que même ces politiques quand même de très haut plan n'ont pas eu les moyens de faire autrement. C'est une bonne remarque, parce qu'en effet, sur le constat, je crois que aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Sur les remèdes, alors soit les gens ne savent pas quoi faire. Il paraît que le président de la République actuelle, il est parfaitement au courant du constat. Dans sa famille, il y a d'ailleurs énormément de médecins, ne serait-ce que son père, professeur de médecine iranien, les enfants de sa femme, il a un frère, je crois, qui est radiologue. Enfin, il connaît très bien le milieu médical, il connaît très bien les problèmes. Mais quoi faire alors? Il y a aussi le lobby des directeurs qui est très puissant et qui ne veut plus entendre parler qu'on revienne sur la loi HPST en disant « Ah, mais on ne peut pas changer les lois tout le temps. Il faut avoir un peu de stabilité, évidemment. Une stabilité qui les arrange. » Il y a les questions de financement qui sont assez complexes. Et puis, entre autres choses, on ne peut pas épuiser le sujet, bien entendu, mais il y a aussi, dans la nature même de l'administration, de la bureaucratie, une espèce de croissance qui est très difficile à freiner. Tout ce que je vous dis sur le codage, si demain je vous dis il y en a marre tout ça, soit on code pas, soit on code avec psychose, névrose et perversion, et catastrophisme. Alors là, on vous dira que vous êtes rétrograde, que vous êtes contre la science, que tout ça c'est formidable. Moi j'en ai parlé au directeur général actuel qui connaît très bien Nicolas Revel. Ah, mais non, vous comprenez, on ne peut pas simplifier le codage parce que ça permet à la CNAM, avec les données de la CNAM, ça permet de faire des recherches et tout ça, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce sont des recherches qui n'ont pas de valeur parce que d'un côté, les données de base ne sont pas bonnes, elles sont très bonnes. Et deuxièmement, après, on fait des corrélations et des corrélations, ce qui n'est pas, on confond causalité et corrélation. Troisièmement, ce sont des données incomplètes. C'est-à-dire que il y a eu une étude, par exemple, de la CNAM sur le baclofène, les complications et le traitement. Mais c'était au plan méthodologique complètement absurde. Surtout, comme ça n'avait absolument pas, c'était avec certitude des patients dépendants d'alcool, et surtout, quel était leur degré de consommation d'alcool. Les données cliniques essentielles, souvent, manquent. Alors, il est vrai que dans certains cas, ça peut donner une réponse à une question. Le meilleur exemple, c'est le médiateur. La CNAM a pris des diabétiques, elle des diabètes. Certains traités par médiateur, d'autres pas traités par médiateur, et a regardé la vulvopathie. Quelqu'un qui est hospitalisé pour une intervention pour valvulopathie, c'est noté. Donc là, c'était facile de démontrer qu'en effet, on avait plus, mais c'est un cas très particulier. Et d'autre part, ça avait déjà été démontré par une étude cas témoin. Il y a d'autres façons
plus scientifique de répondre à toutes ces questions. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais on surévalue beaucoup les parties qu'on peut tirer de toutes ces données qui consomment un temps fou et qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, un instrument de domination avec une espèce de sadisme des directions d'information médicale à vous demander des choses comme si c'est vous qui étiez à leur service et que vous deviez leur fournir des données qui vous réclament, même si c'est induit comme exigence. Alors, bon, moi, je râle, on n'a pas osé m'imposer le dossier informatique, ça tient du miracle, mais pourvu que ça dure. Encore quelques années pour moi, soit ils ont peur, soit ils s'en sont pas aperçus, j'en sais rien, soit je ne sais pas si c'est obligatoire. Je ne pense pas que c'est obligatoire. Mais tous ceux qui utilisent ça, les psychiatres que je connais, de l'assistance publique, ils sont forts mécontents, parce que c'est très lourd, ça marche mal, ça rame. Puis à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bon, j'ai déjà dit ça. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Il y a des choses qui m'ont particulièrement intéressé. Je vais y revenir. D'abord, je vous parle d'un endroit, il y a quelques-uns ici à y travailler, qui a une direction médicale. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que notre directeur est un médecin, est un collègue en fait. Oui. Voilà. Parce que vos statuts le permettent. Oui, voilà. On est une association. Ça change tout. Ah, ça change tout. Et je me doutais bien que c'était bien. Mais là, on le vérifie. Mais alors là, vraiment, on le vérifie parce que on vit la même chose, je crois. Si je parle pas pour vous, vous me le dites, vous m'arrêtez, vous autres, mais on vit des choses assez proches, à pas mal d'égards, mais pas à la même échelle. C'est-à-dire que notre regard n'est pas arrêté comme ça au niveau de la direction. Parce que le niveau de la direction est relativement dégagé. C'est-à-dire que la direction est tournée à peu près dans le même sens que nous, à se plaindre des mêmes choses que nous. C'est-à-dire cette transformation en quantité de la qualité de notre travail. Quelque chose qu'on pourrait dire un peu comme ça. J'ai beaucoup aimé l'anecdote sur le service, la disparition du service. Et je trouve que pour l'objet même du séminaire d'épistémologie, c'est très intéressant parce que ça dit vraiment la difficulté de qualifier cette science et la psychiatrie, puisque on s'aperçoit de ce dont elle a besoin, faire une démonstration rationnelle du bien fondé de l'objet service. Moi, je ne saurais pas faire. Je suis pas sûr que vous sauriez faire. On pourrait s'y mettre à beaucoup, on pourrait y réfléchir tous ensemble, et on aurait beaucoup de difficultés à prouver de la manière scientifique dont on attend aujourd'hui les résultats pour prendre des décisions, qu'un service, une organisation en service, ça soigne. Hein? C'est difficile à prouver. De la même manière, vous parliez tout de suite après de la question de l'humanité, de la disparition, de la déshumanisation des services et la nécessité de réhumanisation, maintenant qu'on veut le voir. Je suis pas sûr aujourd'hui qu'il soit possible de prouver que l'humanité du soignant est indispensable à soigner. Non, mais il y a des axiomes quand même. Non, mais je suis pas sûr qu'on puisse le démontrer. Et je trouve que ça dit bien ça. Et pourtant, quand on les retire, on se rend compte du caractère absolument indispensable dans nos fonctionnements de ces deux objets, l'objet humain, humanité, l'objet service. Je trouve que ça pose bien la question de la nature de notre savoir. Et puis, je voulais je soumets cette réflexion. Deux petites notes comme ça pour rajouter à la bibliographie de ce soir, qui est vraiment cohérent, je trouve. Un livre de Albert Augien, le sociologue, L'État gestionnaire, que je vous conseille de lire, qui est plus ancien. J'aurais dû préparer ça, mais qui est plus ancien, mais qui, je crois, de manière très mécanique, démontre l'absurdité de l'irruption de l'esprit gestionnaire dans les fonctionnements humains.
intéressant. Et enfin, une question qui nous intéresse peut-être plus particulièrement nous ici à la SM13, dans notre lieu un peu organisé comme nous, mais finalement, est-ce que le fait d'abîmer comme ça, de monopoliser, de s'approprier tous les outils institutionnels, que la direction puisse s'approprier toute l'institution et que nous n'occupions plus que les trous qu'elle nous laisse, où on a encore le droit dans le colloque singulier de voir nos patients, comme vous le disiez, et plus c'est privé et moins on est abîmé et moins ce moment est altéré. Est-ce que finalement, le fait que l'institution soit accaparée par la direction, c'est pas le primum movens de ça, le premier problème qu'on peut reconnaître, c'est pas avoir sorti la question institutionnelle de la question des soins. C'est-à-dire que dès lors que l'institution c'est plus les soins, alors la direction peut s'en emparer et faire ce qu'elle veut. Et finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un plaidoyer, vous avez beaucoup utilisé le mot institutionnel, mais est-ce que on n'est pas là à trouver quand même que la psychothérapie institutionnelle a des fondements qui se confirment aujourd'hui avec la disparition de ces outils? Alors, je vais vous répondre sur l'ensemble des points que vous avez abordés. D'abord, sur le fait que la direction soit médicale ou pas. Je dirais que il faut surtout pas s'attacher au statut ou à la formation initiale de celui qui dirige, parce que un médecin directeur peut être épouvantable, peut être nul, peut être malfaisant, peut être harceleur, foutre en l'air l'institution. De même, un directeur. Alors, le corps des directeurs d'hôpitaux a été aboli par la réforme de la haute fonction publique. Vous savez que les corps des inspecteurs de finances, tout ça n'existe plus. Il n'y a que deux corps qui persistent, c'est la Cour des comptes et le Conseil d'État, dans les fonctions du magistrat. Mais ça, c'est une bonne chose parce que ça peut introduire une certaine fluidité. Dans le dernier numéro de la revue Books, je suis au conseil de comité de rédaction, il y a une interview d'Henri Mintzberg, qui est un des grands noms de l'organisation du management canadien, et il explique que ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui compte, c'est que le directeur et le charisme d'être directeur, c'est pas donné à tout le monde, et ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Et qu'au Canada, par exemple, une infirmière peut devenir directrice. Il n'y a pas de comme ça, comme en France, on a la religion du diplôme, et quand vous êtes dans une ligne, vous ne pouvez pas passer dans la ligne. Alors, l'avantage du directeur médecin, malgré tout, c'est qu'il a une légitimité que n'a pas tellement un directeur d'hôpital, c'est-à-dire quelqu'un qui a raté l'ENA. Parce que si le mode de recrutement par l'échec, il y a déjà ce premier ressentiment. Donc il y a une espèce de, chez un directeur médecin, une légitimité médicale, une proximité, un partage de certaines valeurs. À partir du moment où il devient directeur, il y a aussi d'autres exigences. C'est pas en soi, je dirais, c'est pas forcément prérequis. On la connaît du directeur, mon médecin, qui sont excellents, parce que c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que, alors je viens maintenant au deuxième point que vous disiez qui est très vrai. C'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui pour les directeurs et pour leur pays, c'est le résultat financier de l'établissement. C'est pas que les malades soient disponibles. Alors je dis dans le livre, moi j'ai connu les époques avant la création des pôles, ou avant la loi HPST, qui même représenter des internes, l'échelle clinique, comité consultatif médical, l'échelle clinique à la commission médicale d'établissement.
les débats avaient une tonalité médicale. On parlait de projets médicaux, on parlait d'orientation médicale. Et finalement, les finances, c'était, je dirais, accessoire. Il y avait un directeur des finances, il s'est débrouillé comme il pouvait, mais parce que c'était une époque où les restrictions n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Puis après, insensiblement et de façon alors définitivement établie, ça a été l'équilibre des comptes. C'est ça qui était l'obsession, l'exigence principale. Et à ce moment-là, de garder ce qui compte, donc ça devient le nombre d'actes. Ça devient développer des activités rentables. Parce qu'il y a des malades rentables et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc là, on perd toute vision médicale, toute éthique. Je me souviens, j'avais très peu au Réunion Paul, parce que ça devenait absolument stupide. Mais en gros, ça consistait à dire, bon, ben voilà, alors, au premier trimestre de l'année, tel service a fait tant d'hospitalisation, tant à rentrer avec la P2A, tant de recettes, et puis vous aviez en vert ce qui était dans les objectifs qui avaient été fixés comme ça à la journée, et en rouge ce qui était en dessous de l'objectif. Alors un jour, je lève le doigt et je dis, mais qu'est-ce qui me prouve que ces gens-là ont été bien soignés? J'avais dit une énormité, d'ailleurs, la chef de pôle avait dit que je n'étais peut-être pas apte à diriger un service. Pour dire des choses pareilles. Mais bon, et le pire, c'est que ça a été intégré par beaucoup de collègues. Il y en a qui sont mis à faire des business plans. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renversement de valeurs. Parce que, au lieu d'améliorer le service rendu aux patients, d'assurer le progrès médical, d'assurer les soins de la meilleure qualité possible, c'est toujours équilibré le budget en faisant de l'activité. D'ailleurs, des prévisions budgétaires totalement fictionnelles pour faire croire aux tutelles qu'on allait arriver à l'équilibre d'ici 2 ans, 3 ans, puis chaque année, ça va repousser les choses. Alors maintenant, je crois qu'il ne faut pas confondre thérapie institutionnelle et ce que je dis quand j'utilise le mot institution. Pour moi, c'est des choses différentes. Thérapie institutionnelle, c'est une chose. L'activité d'un service de psychiatrie, c'est autre chose. Ce qui n'empêche pas d'avoir des valeurs, de veiller à la démarche. Le service de la thérapie institutionnelle, c'est un concept un peu différent. D'ailleurs, assez flou quand on creuse les sujets. La question. Non, mais, alors, attendez. Ensuite, quand on parle, par exemple, de maltraitance institutionnelle ou de harcèlement moral institutionnel, qui est une notion maintenant qui est entrée dans le droit avec France Télécom, on fait bien allusion à une entité qui s'appelle institution et qui a une espèce de responsabilité. Et je crois que c'est assez différent du concept de thérapie institutionnelle, ce qui n'empêche pas de réfléchir à ce qu'est une institution telle qu'un hôpital général, à la médecine, à la psychiatrie, mais c'est une vie institutionnelle qui est très différente. Moi, je n'ai jamais connu de service de secteur ou d'hôpital psychiatrique, d'endroits où on se revendique de la thérapie institutionnelle. Je ne peux pas en parler de façon bien sérieuse. Par contre, je sais ce que c'est qu'une institution comme l'assistance publique, qui est un monstre, qui a une vie propre. Là, en effet, a une vie propre et dont on a pu voir, dont j'ai pu voir les transformations. Un esprit qui peut se modifier, donc c'est lié aux données de politique générale, nationale, mais c'est lié aussi à ceux qui animent cette institution. Ce que je voulais souligner, c'était que peut-être, je ne sais pas si tu l'as pas, peut-être
considérer que faire attention à l'institution n'a rien à voir avec le soin, et peut-être, voilà, c'est ce que je voulais souligner particulièrement. C'est-à-dire que soit l'institution, c'est quand même... Non, je pense que ma voix porte suffisamment. Je pense que l'institution, soit elle est un cadre qui asservit ceux qui travaillent pour elle et ceux qui ont besoin d'elle, c'est-à-dire parce que l'institution est là pour maintenir sa propre ligne, d'ailleurs dont on se demande bien quel est l'objectif, soit l'institution est au service de ceux qui travaillent et de ceux qui ont besoin d'elle, et à ce moment-là, la question de l'implication de l'institution dans le soin, d'une manière ou d'une autre, en dehors même de la question de la thérapie institutionnelle, est posée. Maintenant, je voudrais dire 2 ou 3 petites choses comme ça. Je vais convoquer quelques grands anciens. Sur la question de la preuve scientifique, je convoquerai Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Sur la question de la preuve, je convoquerai Victor Hugo, qui, à l'Assemblée nationale, intervient sur la nécessité d'abolir la peine de mort et qui a comme argument que il n'est pas question de savoir si on peut prouver que la peine de mort est efficace ou pas. Il faut décider qu'elle doit être abolie parce que, comme les mathématiques, la politique a des axiomes. Et la question, c'est pas est-ce qu'on peut prouver qu'on a raison de faire comme on fait. La question, c'est comment on soutient l'orientation dans la pensée et dans l'action de la manière dont on organise le travail. C'est un point véritablement qui doit être défendu. La question d'ailleurs de savoir ce que défend la gouvernance qui est imposée depuis maintenant quelques décennies tout de même. Hein, il faut lire le bouquin par exemple de Rancière, Les 30 Inglorieuses, qui parle de ça. Il faut lire aussi, je pense, le bouquin de Ruffin qui s'appelle « Je vous écris du front de la Somme », livre dans lequel il parle du travail méprisé, du travail aliéné, du travail humilié, et aussi du fait que les gens qui ont été détruits par le travail doivent maintenant accepter, par exemple, de se désigner eux-mêmes comme étant sans valeur pour le travail, et n'ayant comme ressource que de demander d'être reconnus comme handicapés. Il y a des passages absolument bouleversants dans ce texte. Sur la question des codifications, je vais dire que, par exemple, nous sommes particulièrement gâtés. Probablement parce que nous avons une direction médicale, et une direction médicale qui est, si je peux dire, autochtone. C'est-à-dire, le directeur médical n'est pas un médecin qui est nommé, on ne sait pas par qui. Il est élu ici par ses pairs. Et nous avons aussi, bon, je ne sais pas par qui elle va être remplacée, je veux rendre grâce ici à Pascal Boudet, qui est le médecin du DIM, et qui vient exquisément, délicieusement, quand on ne sait plus comment faire, qui vient s'asseoir à côté de nous pendant une demi-heure et nous dire, bon, alors un tel, raconte-moi un peu, et qui dit, bon, on va coder comme ça. Ah, ben, écoute, moi, alors, bon, écoute, peut-être elle a un crash. On ne sait pas, je vais étudier la question, mais je pense de toute façon que la question de la codification, en particulier en psychiatrie, est relativement sans intérêt, parce que, il faut soutenir que le diagnostic est finalement une chose, est-ce que j'oserais le dire, relativement secondaire, relativement, parce qu'on ne soigne pas des maladies, on soigne une situation où un patient est aux prises avec des symptômes qui l'affectent lui, qui affectent son rapport à lui-même, son rapport aux autres et son rapport au monde. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se laisse prendre dans une nomination qui transforme ce qui affecte le patient, qui change ce qui affecte le patient et le fait passer d'une consistance paradoxale de processus à une consistance affirmée de substance. Et je suis d'accord avec Zaguri sur la question de l'enfer, parce que l'enfer, c'est pas les autres, l'enfer, c'est la destruction du langage. Et nous obliger à devoir parler une langue qui n'est pas la nôtre,
en faisant comme si on pouvait de temps en temps utiliser cette langue et que ça n'allait pas nous changer, c'est un mensonge. Enfin bon, moi, j'aime bien les langues étrangères, mais il faut que ce soit des langues, quoi. Alors, voilà. Que je n'oublie pas, que vous avez abordé. Oui, alors la question de la preuve, ça c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Bon, surtout en matière d'organisation, de politique hospitalière, c'est pas comme une preuve je sais pas moi, d'efficacité dans les médicaments. Je dirais qu'il y a que le résultat qui compte. Le résultat, c'est que la méthode, la politique est menée depuis 10, 20, 30 ans, elle est en échec. Et pas uniquement parce que c'est un manque de moyens. Des gens très forts qui réclament encore plus de moyens, mais si on reste dans ce même état d'esprit, les gens continueront de fuir. Une autre preuve, c'est le vote par les pieds. C'est-à-dire quand vous avez des soignants qui quittent le navire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas une preuve scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas dans la science, on est dans quelque chose de science sociale. Et justement, on ne se donne pas les moyens d'étudier ça de façon suffisamment sérieuse. On ne se donne pas les moyens. Il y a des dogmes, voilà. Il faut un seul patron à l'hôpital, pourquoi? En ce qui concerne les diagnostics, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que c'est un repère important pour la prise en charge d'un patient. Chaque symptôme, alors on ne peut pas faire des collections de symptômes, ça c'est absurde, parce que chaque symptôme doit être replacé dans l'ensemble, dans la vie psychique du patient, dans l'extérieur, dans ses relations avec les autres. Mais de faire de la psychiatrie comme ça, disant le diagnostic, je m'en fiche, moi je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure chose. C'est un repère. Oui. C'est un repère qui d'ailleurs peut discuter, peut varier, il faut être prudent. On peut dire que c'est provisoire, on verra la suite de l'évolution. Et même en médecine somatique, c'est un peu comme ça. Hein. Bien malin, celui qui peut savoir dans 5 ans ce que sera le malade somatique. Oui, mais quand même, son diagnostic à l'instant T, on peut le préciser parce qu'il est corrélatif d'un objet précis et identifiable. Oui, alors c'est vrai qu'il y a en matière de psychique, il y a vraiment d'objectivité. Il n'empêche que, et ça, ce sont même de grands psychanalystes qui ont dit, le repère du diagnostic est important. Je dirais que c'est un point de départ. C'est pas un point d'arrivée. Alors, en ce qui concerne la codification, c'est vrai que là aussi, par provocation, parfois, quand je sens que le malade peut accepter ça, donnez-moi un chiffre entre 0 et 9. Parce que la codification, elle part de F0 machin et elle arrive à F900 et quelques. Je dis, vous savez, moi je suis pour la médecine participative, on me demande de donner un code. Donnez-moi un chiffre entre 0 et 9. Et puis en cherchant bien, avec un peu de chance, on met un diagnostic qui correspond. Alors, la question d'organisation du travail, je dirais, est centrale. Et, comme le dit Henri Winsberg, la structure n'est pas l'organisation. Vous pouvez avoir une très bonne structuration de votre établissement, mais avec une très mauvaise organisation du travail. Et inversement, alors, ce ne sont pas des variables totalement indépendantes, bien entendu. Les questions d'organisation du travail ont donné réflexion, mais la notion de souffrance éthique, il y a la notion d'hôpital magnétique aussi. On a étudié les hôpitaux qui attirent le personnel par rapport à ceux qui les font fuir. Et on a vu quelles étaient les caractéristiques. C'est notamment qu'il y ait suffisamment de personnel en fonction du nombre de malades. C'est que les équipes soient autonomes, c'est qu'il n'y ait pas de
c'est une bonne coopération entre les médecins et les non-médecins, entre l'équipe médicale et l'administration, mais qui doit être à leur service, qui doit être un soutien pour qu'ils puissent développer les soins, une formation continue des personnels, qu'on respecte leur savoir. Enfin, il y a tout un tas de critères qui paraissent évidents, mais qui ne sont pas mis en application aujourd'hui. On a presque l'inverse, puisque des soignants, quand on considère qu'ils sont polyvalents, qu'ils peuvent aller d'un service à l'autre, qu'on ne respecte pas dans leur autonomie, et qui sont en nombre insuffisant, l'autonomie du malade. C'est un des phénomènes qui est départ. Donc l'organisation du travail mérite qu'on s'y penche beaucoup plus, parce qu'on a adopté en France une espèce d'organisation rigide, très hiérarchisée, autoritaire. Et je terminerai peut-être là-dessus. Suppiot rappelle qu'il y a au fond deux façons d'envisager les choses, du point de vue de celui qui manage ou qui dirige une équipe. C'est soit d'être un berger, soit d'être un jardinier. Le berger, il a son chien, il ramène des gens qui s'égarent, alors que le jardinier cherche à ce que les plantes, c'est une image, chacun s'épanouisse. Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui n'est pas bien dans un endroit, c'est pas lui qu'il faut blâmer, il faut trouver un endroit où il va s'épanouir, qui va correspondre à ses talents, à ses capacités, ne pas vouloir à tout prix qu'il s'adapte à l'endroit où il est, à l'endroit où il est, où ça se passe mal. Donc cette image, cette double conception, en tout cas, moi, dans ma pratique, m'aide et m'éclaire. Cultivons notre jardin. Cultivons notre jardin, voilà. Dernière question de Inox Ferry. Merci, professeur, pour votre exposé. Je crois que tout le monde valide les conclusions et la manière de les formuler, mais je me demandais quand même si c'était uniquement de la faute des directeurs ou des administratifs, parce que s'il n'y a pas d'autres éléments un peu sociétaux qui expliquent un peu ça, je pensais notamment à la valeur travail, parce qu'être soignant, c'est quand même dur. Opérer des patients à la nuit, c'est dur. Voir des patients suicidaires ou délirants toute la journée, c'est dur. Et il y a beaucoup de soignants soit qui veulent plus le faire, soit qui ne veulent plus voir de patients. Vous l'avez dit avec certains chefs de pôle, mais il y a aussi des professeurs qui voient plus de patients depuis quelques décennies. Il y a des PH qui, dans beaucoup d'endroits, arrivent à 11h30 le matin et partent après manger. Et puis, il y a aussi des infirmiers qui, hélas, peut-être qu'on les a démotivés, je ne dis pas que c'est de leur faute, mais qui font leurs heures et qui font pas grand-chose. Moi, j'ai connu un CMP, par exemple, où l'infirmier voyait à peu près un patient dans la journée. Et encore, il voyait un patient qu'il avait sélectionné, ça n'avait pas vraiment d'intérêt thérapeutique, si vous voulez. Il avait sélectionné le patient qui était le plus tranquille, qui venait causer, et puis comme ça leur passait. Mais enfin, je dis c'était quasi tous les infirmiers faisaient ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer un peu ça, quoi, relancer vraiment une dynamique que les gens aient envie de soigner. Du désir. Alors, bon, c'est une question à laquelle il n'y a pas la réponse facile, mais mon propos a dû être un peu caricatural, certainement même. Je ne dis pas que tout est de la faute des directeurs, loin de là. Au contraire, dans ce livre, je les plains parce qu'en fait, ils sont soumis à des exigences par leur hiérarchie. Ils ont cru qu'ils allaient être le seul patron à l'hôpital, mais ils sont patrons de rien du tout. Ils sont patrons de rien du tout. Donc, on leur impose le retour à l'équilibre. Donc, c'est un peu le dindon de la farce HPST, en fait. Et certains d'entre eux se plaignent. Et certains syndicats de directeurs, d'emblée, ont posé à l'OHPST, notamment le syndicat Force ouvrière, qui est filié avec nous. Et actuellement, l'ensemble des syndicats de directeurs est content de l'évolution qu'il y a eu, parce que justement, on les a privés de leur autonomie. D'autre part, il y a certains médecins dont le comportement n'est pas confraternel,
deviennent des petits chefs à la faveur de la nouvelle organisation de l'hôpital. Alors, je vais dire, avant, il y avait les chefs de service. Pour certains, étaient remarquables, et d'autres étaient autoritaires, abusifs, aucun système parfait, mais l'objectif, c'était quand même de soigner le patient. Et qu'on ait des comptes à rendre. Celui qui voit 3 patients par mois, je suis désolé, je ne vais pas le descendre en disant c'est la faute du directeur. C'est vrai qu'on est dans un système très protecteur pour certaines dérives qui ne sont pas sanctionnées. Alors, le désir de soigner, ça renvoie, pour moi, en grande partie, à cette notion d'hôpital magnétique. C'est-à-dire que pourquoi il y a des hôpitaux, c'est une notion qui vient des États-Unis, parce que les États-Unis, je ne sais pas combien d'hôpitaux, et surtout des organisations très différentes des autres. Pourquoi il y a des gens qui ont envie de venir travailler ici, par exemple? Pourquoi il y a des gens qui ont envie de venir travailler dans certains services? Pourquoi les internes ont envie d'aller dans tel service ou pas dans tel autre? Donc, c'est ça le magnétisme hospitalier. Il faut étudier les caractéristiques, ça a été fait, mais il faut que l'organisation générale favorise ce magnétisme hospitalier en adoptant les valeurs qui correspondent. C'est une piste, hein, je ne dis pas que c'est la seule. Il y a les rémunérations, il y a beaucoup, c'était tellement complexe tout ça. Et ce que vous disiez de l'évolution sociétale, on le perçoit beaucoup actuellement, où ceux qui travaillent à l'hôpital veulent un équilibre avec leur vie personnelle, ne veulent pas non plus une vision sacerdotale du métier de soignant. Et cette vision sacerdotale, elle est peut-être datée, mais elle a été aussi exploitée et piétinée par les transformations qu'elle a. Donc, d'un côté, ceux qui sont d'une certaine génération perdu un peu leurs illusions, qui n'ont pas été bien codées, à savoir ce qu'ils ont lu, par exemple. Et puis, les nouvelles générations ont une vision de leur métier, on le voit avec l'intérim, on voit, donc il faut adapter les organisations à la mentalité. Ça rejoint l'hospitalité, ça rejoint le jardinier. C'est-à-dire que si vous donnez les conditions de travail où la personne est contente, elle viendra. Si vous êtes au contraire à imposer un système dont elle ne veut pas, elle viendra. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. À d'autres questions? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions pour les en ligne? Peut-être juste une remarque. Oui. Mais à mon sens, la question est énorme. Mais au fond, vous dites un peu rapidement, finalement, le diagnostic, c'est très utile. Et le codage, il est absolument abominable. Le codage, c'est appuyer sur l'idée que le diagnostic voulait dire quelque chose et qu'on pouvait le faire rentrer dans un codage, le codage diagnostique. Donc, il y a quand même, à mon sens, la question des diagnostics, elle est prise dans celle du codage. Alors, sans doute par une radicalisation, ou je sais pas quoi, mais c'est comme si le codage venait révéler, en tout cas c'est ma question, c'est comme si le codage venait révéler quelque chose d'un verre qui est dans le fruit diagnostique quand même. Moi, je dirais pas ça. J'opposerais le diagnostic clinique humain fait par clinicien au diagnostic automatisé, parce que ce diagnostic-là, il devient complexe. C'est pas juste un mot, c'est pas juste un. Le diagnostic clinique, ça a une certaine souplesse, une certaine finesse que n'a pas la mécanique avec les codes qui c'est la définition du rire que donne personne, c'est du mécanique plaqué sur le vivant. Alors, ça peut faire rire dans certains cas, mais c'est assez tragique. De toute façon, les diagnostics comme ça, mécaniques, ça vient
DSM-3, ça vient de l'OMS, qui a copié les DSM successifs. Ceux qui ont créé ça sont aperçus après tout que c'était inopérant pour la recherche, inopérant pour les statistiques, inopérant pour les assurances, ça sert à tout. Le même système sert à tout. Et personnellement, moi, je me suis toujours référé plus à la tradition classique des diagnostics françaises, qui d'ailleurs n'est pas incompatible de trouver des correspondances, mais qui a une finesse que n'a pas ce système fermé, quoi, finalement. Alors, il est fermé, sauf qu'il y a toujours non spécifique, non classé ailleurs, parce qu'on ne peut pas embrasser toute la réalité. Mais c'est vrai que vous pointez une contradiction, en effet, parce que d'un côté, je dis qu'il faut le diagnostic, c'est un repère, et de l'autre côté, je dis que le codage, c'est épouvantable. Mais parce que ce système de codage, c'est aussi un système de domination qui altère notre autonomie et qui nous casse les pieds à faire des choses fondamentalement inutiles. Et c'est plus l'utilisation qu'on en fait, à la fois sur nous et puis après, une fois qu'on exploite les données, qui est critiquable, que le fait de porter un diagnostic. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je conseille à tous la lecture ou la relecture d'Excel Mathué. On se retrouve le 1er décembre avec Dr Bernard Audier, ancien chef de service ici, qui viendra nous parler de devenir fou, le rester, l'invention de psychose émergente. Au mois prochain. À bientôt.